Bonjour, bienvenue au 2 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés. Pour VK, on va parler de ZAN tout à l'heure, mais déjà les brefs de la semaine avec des informations pour les agents de l'État, avec 2 décrets sur la mesure et les réductions des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique de l'État et une évolution des normes comptables sur les déplacements des agents. En matière de contrat, la CN Nantes a rendu une décision intéressante. Alors, vous savez que le délai de 2 mois classique en matière de recours contentieux, il court à côté des mesures de publicité pour les actes habituellement, mais à compter de la date de la séance pour les délibérations du conseil municipal. Eh ben, la CA nous dit, ça s'applique également pour les recours des conseils municipaux contre un contrat, Tarn-et-Garonne, dès la séance donc, qu'ils y étaient ou pas d'ailleurs à la séance de conseil. En matière d'urbanisme, pas mal d'actualités, avec un arrêt important publié au recueil en intégrale. Que doit faire l'administration si le demandeur d'un permis de construire modifie son projet en cours d'instruction? Réponse, ici je vous ai mis le résumé, enfin le point de principe du Conseil d'État par une décision commune de Gorbio du 1er décembre 2023. Et puis, arrivé à un certain niveau d'incohérence, un permis de construire incohérent n'est plus un permis, il peut pas y avoir notamment de permis de tacite. Théâtre de la Réunion. Et puis 5e révision des règles de base pour la construction et l'aménagement d'un bâtiment d'archives. En matière de police, au sens large, mesures de police administrative, la Cour de justice nous éclaire sur ce qu'étaient ou n'étaient pas les mesures légales ou illégales en matière de restrictions, confinement, transport face à l'épidémie de Covid-19. Alors bon, c'est sûr que c'est un petit peu tard, là, on est fin 2023. Mais bon, pour la prochaine pandémie, ça nous servira de mode d'emploi. Globalement, se retrouvent validés à peu près ce qu'ont été les modes d'emploi d'à peu près toutes les démocraties libérales. En matière de police aussi, on avait pas mal de jurisprudence sur ce que l'on fait des notes blanches quand on a des mesures de police telles que les dissolutions d'associations, la fermeture d'établissements de culte, l'interdiction de manifestations. À chaque fois, il y a des notes blanches qui disent « Ah, attendez, il y a tel risque » ou autre. Ce sont des notes, en fait, des services de renseignement, de police sur des informations qui sont donc sans en-tête et avec des sources masquées, bien sûr. Le juge administratif nous dit « Bon, on va les croire, mais on va quand même les soumettre à vérification, à vérifier si c'est suffisamment détaillé pour pas, sinon, jouer à armes totalement inégales. » La Cour de cassation vient de donner son propre mode d'emploi qui ressemble un peu à celui du juge administratif, mais avec quelques différences tout de même. Toute mesure de police restreignant les libertés publiques, ça peut être plein de choses, y compris les arrêtés de police du maire, doivent donner lieu à une information assez en amont pour permettre le dépôt d'un référé liberté. Mais par toute mesure au besoin. Donc ça veut dire que l'on apprend que l'on va interdire, je sais pas moi, une manifestation le jour pour le lendemain, un maire va apprendre que, je sais pas, il est force luée d'interdire... je sais pas moi, un bal qui devait se tenir sur la place du village ou que sais-je encore, il doit le faire avec des mesures d'information suffisantes, par tout moyen au besoin, pour que les gens aient le temps de faire un référé liberté. Sinon, censure de son acte. Une décision de la Cour de cassation, un brin inquiétante sur la saisie de pièces chez un avocat dans les échanges avec son client, ce qui va concerner les entreprises publiques ou autres, parce que c'est le juge judiciaire qui sera compétent. On n'est pas sur le pénal, là, mais qui pourra concerner aussi par ricochet certaines mesures dans le monde public. Attention. En matière d'eau, vous savez qu'il y a toute une série de débats sur la tarification progressive ou dégressive, sur la tarification sociale aussi. La tarification progressive, qui est en général voulue en termes environnementaux, il y a quelques règles en la matière. Là, le Conseil économique, social et environnemental nous dit que les conditions de sa généralisation ne sont pas sur le terrain réunies. Et puis les mini-brèves, que voici et que voilà. Passons à notre grand dossier ZAN, après les lois et les nouveaux décrets, vient le temps de la pratique. Le zéro artificialisation nette, ZAN, je vous en ai souvent parlé. On a fait dans nos 10 minutes juridiques avec VK un certain nombre de dossiers avec différents intervenants de qualité. Souvent, on a décortiqué ce qui se passait en droit. Et de fait, l'actualité juridique continue d'être active puisqu'on a eu 3 décrets sur le ZAN en date du 27 novembre 2023. D'ailleurs, dans la foulée, j'ai attiré votre attention sur le guide très bien fait qui est en téléchargement libre et gratuit depuis le site du ministère. Voici ici le visuel et surtout l'adresse à utiliser sur le site de écologie.gouv.fr. D'ailleurs, il y a aussi cette note juridique de la Communauté de France, Alex ADCF, qui est très bien faite, etc. Bon, au-delà de ces questions juridiques, ma première remarque était de dire, bon allez, on va tout décortiquer de nouveau, difficile à faire en moins d'un quart d'heure d'ailleurs, et je me suis dit non.
Maintenant, les problèmes sont pratiques. Le droit est assez bien connu, ou en tout cas, la difficulté est plus de savoir comment on le gère en pratique. Alors j'ai demandé à Intercommunalité de France, puisqu'ils ont beaucoup planché là-dessus et diffusé là-dessus, comment concrètement le gérer, ce ZAN. Les problématiques ne sont pas mineures. On peut avoir des difficultés, parfois par exemple, pour des raisons de ville basse température, on va essayer de développer une petite forêt urbaine ou autre, là où pour des raisons de ZAN et parfois de SRU, on aurait tendance à vouloir densifier, occuper les dents creuses et remonter. Parfois on va renaturer tel et tel espace, par exemple des anciennes friches, parce que ça coûte un petit peu moins cher, et donc retravailler, ce qui nécessite souvent d'ailleurs de raisonner plus à une échelle SCOT qu'à une échelle PLU ou PLUI dans bien des cas. Sur tout ceci, je me suis dit, allez, place à la pratique. Monsieur le Président, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et première question, pratique donc. Beaucoup d'acteurs affirment que le ZAN remet en question les politiques d'urbanisme décentralisées. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est vrai que le ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est bien une contrainte supplémentaire qu'on inclut dans l'ensemble de nos perspectives en matière d'urbanisme. Personne ne dira que c'est une souplesse, donc on peut, ça entre en concurrence avec les responsabilités qu'on peut exercer localement dans nos politiques d'urbanisme, notamment dans l'établissement de nos documents d'urbanisme, mais aussi dans l'urbanisme opérationnel qu'on mène sur nos territoires. Mais à côté de ça, si la loi a prévu cet objectif du zéro artificialisation nette à terme, c'est bien dans un objectif de sobriété foncière qui est largement partagé par l'ensemble des acteurs, notamment les élus locaux. Donc une contrainte, mais une contrainte finalement souhaitée collectivement. Et donc l'enjeu maintenant, c'est plutôt de comment on fait avec ce nouvel élément dans nos politiques publiques pour atterrir localement. Et donc à Intercommunalité de France, on porte notamment l'attention sur le projet de territoire. Finalement, traduire la sobriété foncière, ça doit se faire au travers d'un projet, c'est pas juste un élément technique. Ce projet de territoire, évidemment, il émane de perspectives et de projets qu'on peut avoir dans nos communes, mais on a l'ambition de penser que ça doit se faire à l'échelle du bassin de vie, à l'échelle de l'intercommunalité, au travers des documents d'urbanisme et du PLU intercommunal, notamment quand la compétence est exercée par l'interco. C'est le cas aujourd'hui de plus de la moitié des intercommunalités, mais c'est le cas aussi dans les territoires qui n'ont pas forcément aujourd'hui la compétence PLUI, parce que finalement, à l'échelle de nos intercos, on agit sur beaucoup de politiques publiques qui viennent nourrir ce projet de territoire. On peut parler de mobilité, on peut parler d'eau, d'assainissement, évidemment de développement économique qui est une responsabilité directe des intercos. Et tout ça, à un moment, vient aussi questionner la question de la sobriété foncière. Et dans ce cadre-là, on a aussi la question de la garantie rurale, la garantie communale, 1 hectare par commune, qui, derrière cette formule-là, vient dire nos plus petites communes ont une sorte de droit à pouvoir se développer. Cet élément-là, introduit dans la loi de l'été dernier, a une qualité, un message, on va dire, pour rassurer, mais il a surtout beaucoup de questions derrière. C'est pas très évident ce que ça veut dire, la garantie communale, et surtout comment on le met en œuvre, puisque l'éménement communal n'est pas du tout le même selon les régions de France. En Bretagne, c'est assez peu le cas, mais dans d'autres régions de France, on a un éménement communal très fort. Et donc, à Intercommunalité de France, on porte le message de dire que cette garantie communale, elle est intégrée dans la loi aujourd'hui, mais surtout, faisons-la résonner avec le projet de territoire, de la commune jusqu'à l'intercommunalité pour voir comment, finalement, on a besoin de ce foncier et de le mettre en écho à l'équilibre de nos territoires, notamment entre les bourgs-centres, les bourgs d'équilibre et nos communes dans leur grande diversité. Bon, maintenant que le cadre a été précisé, quelles sont les étapes à venir pour les adhérents d'Intercommunalité de France ? Donc j'évoquais un projet de territoire à construire, très politique, mais on a surtout beaucoup de travail technique dans les mois et dans les années qui viennent. La loi a prévu que l'ensemble des documents de planification, depuis le SRADET à l'échelle régionale jusqu'aux documents locaux, donc PLU, PLUI, carte communale, on va passer les 4 ans qui viennent à remettre à jour l'ensemble de ces documents. Ils vont beaucoup nous mobiliser, puisque même quand le SRADET ou les SCOT sont en modification, finalement c'est l'ensemble des élus locaux qui sont aussi questionnés, et on doit être attentif à la modification de ces documents. Donc les régions sont en cours de modification de leur SRADET, en consultant assez largement l'ensemble des acteurs. On aura donc nos SCOT, nos schémas de cohérence territoriale, là où il y en a, donc c'est dans beaucoup d'endroits de France, pas tout à fait partout, mais dans beaucoup d'endroits de France. Et en parallèle de ces SCOT, et je nous recommande collectivement de ne pas attendre que l'ensemble de ces procédures soient modifiées pour commencer à questionner et travailler nos documents d'urbanisme, que ce soit un PLU, un PLUI ou une carte communale. Et pour celles et ceux qui n'en ont pas,
Pour certains, ça va être d'engager l'écriture d'un document aussi. C'est une des conditions pour pouvoir bénéficier, entre guillemets, de cette garantie communale. Donc, on va passer un peu de temps ces prochaines années sur ces documents qui sont des épreuves, des étapes techniques, pardon, mais qui sont aussi des étapes très politiques dans lesquelles on questionne notre projet de territoire. Et puis surtout, concrètement, comment la plupart de vos adhérents agissent-ils pour mettre en œuvre la sobriété foncière en lien avec les autres objectifs d'aménagement des espaces? Donc j'ai évoqué tout à l'heure un objectif de sobriété foncière qu'on partage toutes et tous globalement, mais on voit bien que c'est dans la façon très opérationnelle de mettre ça en place que les questions se posent, avec là aussi une grande diversité dans nos territoires. Quand on est en Ile-de-France, quand on est dans le cœur d'une métropole, on n'a pas du tout la même façon d'aborder la densité, d'apporter la réponse au développement local, que ce soit pour accueillir des habitants ou pour accueillir des entreprises, ou tout simplement développer des infrastructures collectives, publiques ou pas. Donc on n'a pas la même façon d'appréhender ça dans un cœur urbain que dans une commune de taille intermédiaire, que dans une commune très rurale. Et donc ça pose la question de l'acceptabilité de la densification, de la façon dont on construit différemment dans nos communes. Je suis maire d'une commune de 4200 habitants, plutôt en développement, mais sur un secteur littoral très tendu, donc vraie crise du logement. Comment on vient faire de la densification dans une commune comme la mienne, où il y a 20 ans on construisait moins de 10 logements à l'hectare, où les documents d'urbanisme aujourd'hui en prévoient autour de 20-25, et finalement dans mon bourg, le cœur du bourg de la commune dont je suis maire, on est autour de 40 logements à l'hectare. Donc c'est une façon de construire qu'on faisait il y a 2 siècles. Et donc on doit pouvoir trouver ces façons d'apprivoiser la densité de façon différente de ce qu'on a fait depuis un demi-siècle. Mais pour tout ça, il faut mobiliser largement nos acteurs. Donc l'échelle intercommunale peut être une bonne échelle pour travailler au travers le document d'urbanisme, que ce soit le PLU, le PLUI ou le SCOT, mais travailler aussi au travers de l'ensemble de nos compétences, mobiliser les artisans, les entreprises, les notaires, les agents immobiliers, les aménageurs, pour faire converger à la fois cet objectif de sobriété foncière avec l'ensemble de nos politiques publiques. On parle de mobilité ou de réseau X ou Y. Donc c'est un vrai travail aussi de terrain, de conviction, de partage avec tous les acteurs. On sent bien dans beaucoup d'endroits qu'il y a un attachement historique à la maison, au pavillon, à la maison individuelle, mais on voit aussi quand même que l'enjeu de sobriété foncière est entendu, partagé pour beaucoup, que l'attente aujourd'hui des nouvelles générations n'est plus forcément pour un grand jardin avec une maison individuelle. Travailler sur du collectif ou du semi-collectif, même dans les communes plus rurales, c'est quelque chose une idée qui avance et qui progresse. Donc vraiment d'atterrir sur tout ça, de mettre en lien l'ensemble de nos compétences localement, c'est une vraie nécessité qui doit faire écho aussi à un enjeu national de communication, d'acculturation autour de cette sobriété foncière et de ses conséquences en matière de densification. Mais l'enjeu en grande proximité, c'est un vrai sujet. Et donc nos adhérents sont invités évidemment à travailler tout ça avec l'ensemble des acteurs qui constituent le tissu local. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. À bientôt. Merci, au revoir.